Il y a des douleurs qu'on apprend à taire tellement bien qu'elles finissent par parler à notre place. Ton corps a trouvé un langage, brutal parfois, incompréhensible souvent, mais jamais sans raison. Les compulsions alimentaires, la boulimie, l'hyperphagie ne sont pas des erreurs de fabrication, des ennemis à abattre. Ce sont les gardiens d'un ordre vital, des réponses intelligentes à quelque chose de trop lourd à exprimer autrement. Il n'y a rien à déchiffrer, ton système ne cherchait pas à te dire quelque chose. Il cherche juste à te maintenir en équilibre coûte que coûte. Je m'appelle Kitri et chez Bully Miracle, on ne combat pas les troubles alimentaires. On restaure l'équilibre pour qu'il n'ait plus besoin d'exister. Bienvenue dans le podcast Bully Miracle. Dans ce premier épisode, je tiens à te partager mon histoire. Non pas pour que tu me plaignes ou pour te raconter ma vie, mais pour que tu puisses te rendre compte à quel point il est possible de se défaire définitivement des troubles du comportement alimentaire, à quel point il est possible de se défaire définitivement des addictions, et ce, même si tu vis avec des symptômes extrêmes depuis plusieurs années. Je m'appelle Kitri, aujourd'hui j'ai 35 ans, je suis maman de 3 enfants et bientôt 4, et j'ai rencontré diverses addictions et notamment les troubles du comportement alimentaire depuis mon enfance. Alors au début, ça s'est manifesté comme chez beaucoup par des petites compulsions. Quand j'étais enfant, je pense que mes proches, mon entourage se disaient « Oh ben, elle a un bon coup de fourchette, elle est gourmande ». Sauf que moi, je me rendais compte déjà très tôt à l'école primaire qu'il y avait quelque chose qui était un petit peu étrange dans mon rapport à l'alimentation, puisque je ne pouvais pas m'empêcher de m'arrêter de manger. Dès que je rentrais de l'école, je pouvais manger des tonnes de gâteaux et c'était vraiment mon plaisir de la journée. Alors, je pense qu'en réalité, j'y prenais pas beaucoup de plaisir, mais c'était pour moi inévitable et je voyais bien qu'il y avait déjà quelque chose de compulsif. Mais comme ça inquiétait personne, j'ai continué à suivre mon petit bonhomme de chemin. Et puis, d'année en année, il se trouve que plusieurs addictions sont arrivées sur ma route. Bien évidemment, à l'adolescence, les compulsions alimentaires se sont exacerbées puisque j'ai cherché à faire des régimes, à modifier la forme de mon corps pour être plus aimée. Mais il y avait plusieurs autres comportements qui étaient problématiques, pas uniquement les compulsions alimentaires. Il y avait un décalage énorme dans ma vie entre la volonté dont je faisais preuve dans certains domaines, notamment scolaires, académiques et puis même relationnels. J'avais une vie en apparence absolument parfaite et l'incapacité que j'avais à me contrôler sur d'autres registres, notamment avec l'alimentation. C'était très surprenant pour moi parce que, en fait, j'avais toujours le sentiment que si j'atteignais un nouvel objectif, par exemple un diplôme ou une nouvelle rencontre, une nouvelle relation, un objectif sportif, un voyage, enfin peu importe l'objectif, bah tout irait mieux au fond de moi. Et j'étais convaincue qu'en fait, objectif en objectif, en glanant des trophées sur ma route, j'allais enfin pouvoir trouver la paix. Et ça s'est manifesté assez tôt dans mon parcours. Donc c'était le jour où j'aurai un cheval, le jour où j'aurai mon brevet, le jour où je serai au lycée, le jour où j'aurai tel petit copain, le jour où j'aurai tel diplôme. Alors tout ira mieux. Et donc j'ai glané comme ça, de mois en mois, d'année en année, les objectifs que j'avais placés sur mon petit carnet, jusqu'à devenir pharmacienne, jusqu'à faire une grande école de commerce, jusqu'à travailler dans des grands groupes de l'industrie pharmaceutique. Et c'était jamais assez, il fallait toujours de nouveaux objectifs, de nouvelles quêtes à atteindre dans l'espoir qu'un jour je pourrais me sentir nourrie, qu'un jour je pourrais me sentir complète et à ma place. Et j'étais vraiment convaincue de ça, c'est-à-dire que à chaque fois que j'atteignais un nouvel objectif, en fait, il y en avait un autre qui revenait sur ma liste et j'étais sûre que une fois ce prochain objectif atteint, je me souviens, je faisais des listes pour tout, je faisais des listes pour le jour où j'aurais acheté tel ou tel vêtement qui me rendrait plus jolie, alors ça ira mieux. Je faisais des listes vraiment sur tout ce que je voulais réaliser, dans l'espoir que ces réalisations m'offrent le fameux bonheur, la fameuse paix que j'attendais, la fameuse joie qui ne m'habitait pas dans le quotidien. Ce qui était assez surprenant, c'est que sur tout mon parcours, plus j'atteignais ces objectifs, plus je cochais les cases de ma liste et moins je me sentais bien. Et paradoxalement, plus les addictions, les compulsions prenaient de la place, plus tous mes symptômes addictifs prenaient de la place. C'était un petit peu comme si plus j'avais de contrôle et de marge de manœuvre et de pouvoir pour atteindre les choses, plus j'avais de la volonté dans certains domaines, moins j'en avais sur le registre des addictions et des troubles alimentaires. Donc pendant l'adolescence, les compulsions alimentaires se sont exacerbées, sans pour autant que ce soit inquiétant pour moi. J'avais le sentiment que j'occultais, que c'était pas si grave finalement. J'alternais des périodes de régime, de restrictions extrêmes et puis des grandes compulsions. Je me punissais beaucoup avec le sport, donc dès que je mangeais un peu trop selon mes critères et selon les critères du nouveau régime à la mode, je me punissais en compensant avec le sport. Mais il n'y avait pas que l'alimentation, j'avais vraiment un comportement compulsif sur plein de domaines, dans mes relations aux hommes, dans la relation à l'alcool. Alors je buvais pas tous les jours, par contre en soirée, très jeune, très tôt, les premières cuites entre guillemets, les premières soirées, je ne pouvais pas m'arrêter, c'est-à-dire que je buvais, je pouvais boire jusqu'à adolescente, je pouvais boire jusqu'à une bouteille entière parce que je n'arrivais pas à m'arrêter et c'était plus fort que moi
Idem avec la cigarette, je pouvais passer des jours sans fumer. Et dès que je commençais à boire, dès que je commençais à sortir, je pouvais fumer jusqu'à 3 paquets de cigarettes. Et ces symptômes se sont exacerbés de plus en plus jusqu'au début de l'âge adulte, où vraiment là, j'ai côtoyé des symptômes assez importants, où je pouvais prendre des cuites où je me souvenais de absolument rien de mes soirées. Je pouvais boire jusqu'à 3 litres d'alcool en soirée. Et puis, je pouvais faire jusqu'à 10 crises de boulimie par jour. Donc j'ai eu différentes étapes dans mon parcours avec la boulimie, mais parfois je compensais par le sport, parfois je me faisais vomir, parfois je jeûnais, parfois je refaisais un régime. Et mes symptômes pouvaient être extrêmes, c'est-à-dire que je pouvais tenir une journée de travail tout en me gavant et m'anesthésiant plus de 10 fois par jour. Et s'associer à ça, l'alcool, la cigarette, relation difficile de dépendance affective aux hommes où j'avais vraiment l'impression que quelqu'un allait venir me sauver et que tout irait mieux le jour où j'aurais rencontré la bonne personne. Et ces symptômes se sont vraiment extrapolés à mesure que j'avançais sur mon parcours, à mesure que je cochais les cases de la réussite, jusqu'au jour où j'ai vraiment ressenti que si je ne m'arrêtais pas, si je faisais rien, en fait, alors je faisais déjà beaucoup de choses, parce que je faisais beaucoup de thérapie, je vais en parler, mais j'ai vraiment ressenti dans mes cellules que si je ne mettais pas un terme à cette spirale, j'allais finir par en mourir. Parce que je me retrouvais vraiment dans des états chaotiques, tout en maintenant une carrière professionnelle absolument parfaite sur le papier. Donc je pouvais vraiment me coucher à 5 heures du mat, faire 10 crises dans la journée et puis tenir une journée de travail absolument normalement. Et j'ai vraiment ressenti au fond de mon cœur, au fond de mes tripes, que si je ne trouvais pas une solution, j'allais vraiment finir par quitter la planète, par en mourir, qu'on allait me retrouver dans un caniveau. Voilà. Et ce qui était assez surprenant, c'est que pendant toutes ces années, donc dès le lycée, j'ai fait plein de thérapies. C'est-à-dire que j'ai vu, je pense, tous les psys addictologues spécialisés de Paris et Toulouse à cette époque-là. J'ai vraiment eu un parcours thérapeutique très, très, très chargé, très fourni. J'ai essayé toutes les médecines alternatives de la Terre à ce moment-là. Je me suis même énormément formée parce que je trouvais que j'avançais quand même plus sur moi en formation que lorsque j'étais sur le banc des thérapeutes. Et pendant plus de 15 ans, du coup, j'ai fait une boulimie de thérapie. Voilà. J'ai, je pense, essayé tout ce qui existe. Je me suis formée à, je pense aussi, tout ce qui existe pour m'en sortir. Et en fait, c'était très surprenant parce que c'est comme s'il y avait deux moi, deux Kitry. Celle sur le banc des thérapeutes qui faisait preuve de la bonne élève, qui faisait preuve de plein de volonté et qui s'engageait à chaque fois dans un processus thérapeutique. Et puis celle de la vraie vie qui continuait exactement les mêmes schémas et les mêmes comportements. Donc, arrivé un moment où j'ai vraiment ressenti dans mes cellules que si je ne mettais pas un terme à ce parcours, j'allais finir par en mourir. Et pour autant, j'étais accompagnée, je faisais plein de choses, mais je voyais bien qu'en fait, c'était comme si c'était divisé ou ça restait très mental. En tout cas, c'est comme si tout ce que je mettais en place, ça me donnait bonne conscience. Je me disais: je travaille sur moi, je fais des choses sur moi, sur ce sujet-là, mais je voyais bien qu'en fait, les symptômes étaient vraiment de plus en plus exponentiels. Alors, il y avait des périodes d'accalmie quand je rencontrais quelqu'un ou des périodes d'accalmie autour de l'objectif atteint, mais qui duraient jamais très longtemps. Et j'ai vraiment ressenti un appel profond, un appel intérieur très grand à partir en Mongolie. Alors pourquoi la Mongolie? Je n'en sais rien. Comment est-ce que j'ai ressenti cet appel? Je ne sais pas non plus, ça m'a vraiment été soufflé et je suis partie plusieurs mois, en Mongolie dans une famille nomade. J'ai fait une pause de ma vie, parisienne et ça a été extrêmement déroutant pour moi cette expérience parce que je m'identifiais beaucoup à ce que je faisais. C'est-à-dire que pour moi, j'étais, la personne qui a réussi, j'étais la personne qui avait fait telle ou telle étude, j'étais la personne qui avait tel ou tels amis. J'étais complètement identifiée à ma personnalité, identifiée à mon corps, identifiée à mon physique. Je voyais le monde que par ça. Et là, je me suis retrouvée en Mongolie, dans la steppe, donc dans une famille nomade, où pour le coup, le paradigme était totalement différent. C'est-à-dire que ce qui était valorisé dans la steppe, c'était d'être dégourdi avec ses mains, c'était de s'occuper des troupeaux, c'était d'aller chercher de l'eau, c'était de se laisser vivre aussi et d'apprendre à être présent avec la famille dans laquelle j'étais. Alors c'est une famille qui ne parlait pas anglais, je parlais pas mongol et donc je me suis vite retrouvée dans un lien un peu particulier. Et puis le lien, si vous souffrez vous aussi de troubles alimentaires, vous savez que c'est quelque chose d'assez difficile. Quand on souffre d'addiction, on se ressent rarement en lien avec les autres et on est sans cesse en train de meubler par tout un tas de stratégies pour se connecter aux autres. Et donc je me suis retrouvée dans cette famille nomade en Mongolie à ne plus pouvoir avoir toutes mes étiquettes, tous mes statuts, tous mes jeux de rôle pour exister. Et ça a été l'expérience la plus bouleversante de ma vie parce que j'ai réalisé, en fait, par l'expérience, du coup, que j'étais rien, que tout ce que je pensais être, il suffisait de changer de paradigme, changer de pays, changer de culture pour que ça s'effrite, pour que
ce soit absolument pas immuable, mais quelque chose de profondément bancal. Et ça a été vraiment extrêmement douloureux, extrêmement difficile pour moi de me confronter à ça. Toute ma vie parisienne n'était que fuite, c'est-à-dire que je fuyais dans le travail, je travaillais énormément, je fuyais dans les relations, j'avais beaucoup d'amis, je sortais beaucoup, j'étais invitée partout, j'étais sans cesse en mouvement, je fuyais dans le statut, dans l'image, dans les personnages, et là je me retrouvais, c'est comme si on m'avait coupé tous mes systèmes de protection, tout ce qui jusqu'alors me faisait tenir debout, et je me suis écroulée. Ça a été vraiment une expérience extrêmement inconfortable parce que je me suis retrouvée confrontée à tout ce que je fuyais. Et concrètement, comment ça s'est manifesté? Par des angoisses extrêmement fortes, par des douleurs corporelles extrêmement fortes. J'avais aussi un sevrage sur le plan alimentaire parce que en Mongolie, dans la steppe, on mange de la chèvre séchée et les restes de légumes ou de tubercules qui datent d'il y a plusieurs mois. Donc, d'un point de vue alimentaire, c'était assez restreint. Et moi, bien sûr, mes compulsions alimentaires, je les faisais sur des choses très grasses, très sucrées, gustativement intéressantes, pas sur de la chèvre séchée. Donc là, je me suis retrouvée aussi dans un espèce de sevrage intense où je ne pouvais plus fuir non plus avec la nourriture. Bien sûr, plus fuir avec l'alcool et la cigarette puisque j'en avais pas. Et donc, ça a été vraiment une décompensation un petit peu physique et psychique où tout mon monde s'est écroulé, en fait. Voilà, tout mon monde s'est écroulé. J'ai pris conscience aussi d'énormément de choses en lien avec toutes les thérapies que je faisais. Parce qu'en fait, en thérapie, je jouais des rôles. J'étais pas vraie, j'étais pas authentique, j'étais pas dans un lien vrai, j'étais dans une poursuite, encore une fois, d'objectifs. Je faisais des thérapies dans l'objectif de guérir. Donc j'étais toujours dans cette quête de choses à cocher dans mon agenda où je cochais des cases thérapeutiques dans l'espoir de guérir pour poursuivre la vie qui me rendait malade dans l'illusion qu'en atteignant encore mes objectifs, j'allais me sentir en paix, me sentir nourrie. Et donc cette expérience en Mongolie, ça a été vraiment un bouleversement, un tournant, voilà, dans ma vie. Alors j'ai pas guéri parce que je suis partie en Mongolie, parce que je sais très bien comment est-ce que cette histoire peut être appréciée. Ça peut être, mais moi aussi, peut-être que j'ai besoin de partir, peut-être que j'ai besoin de couper, et c'est pas du tout mon message. Mon message, il est simplement de vous transmettre que cette expérience-là, elle m'a permis de voir que dans ma posture, dans l'intention depuis laquelle je faisais les choses, il y avait quelque chose qui n'était pas juste. Et ça a été pour moi, du coup, le pivot et le début de ma guérison, alors même que j'avais déjà 15 ans de thérapie à mon actif. Et des centaines d'heures chez des dizaines de thérapeutes, psychiatres, psychologues, chamans différents. Et du coup, bon, la Mongolie, ça a été bouleversant. Et puis, je finis par rentrer en France. Je suis partie quelques mois. Et en France, du coup, je retrouve ma vie d'avant qui, elle, n'a pas bougé, qui est exactement la même en apparence, qui ressemble noir sur blanc à ce que j'avais quitté. Je retrouve aussi les mêmes personnes qui sont mes amis, avec qui, pour certains, j'ai grandi, avec qui, en fait, pour qui rien n'a changé, en fait. Et là, je me retrouve exactement dans la même vie, dans les mêmes rôles, dans la même configuration, mais à l'intérieur, tout est différent. C'est-à-dire que je me vois jouer. Je vois les jeux de rôle aussi des autres que je voyais pas avant, puisqu'avant j'étais vraiment dans une pièce de théâtre où chacun suit ses petits objectifs et sa petite vie, et personne se questionne sur le fond profond de pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait. En tout cas, enfin moi à cette époque-là, j'en étais là. Et donc je me retrouve exactement dans les mêmes schémas, avec un changement de posture intérieure, un changement de regard sur les choses qui est radicalement nouveau, radicalement différent. Et là commence la guérison, parce que je commence à me revoir jouer certains rôles pour me protéger. Je me vois naturellement vouloir reprendre ma quête d'objectifs, mais c'est comme s'il y avait un espace en moi qui savait que tout ça c'était vain, qui savait que aucun objectif ne me donnerait de l'amour, qu'aucun objectif ne me donnerait du plaisir. C'était très clair, en fait. Il y avait vraiment une partie de moi pour qui c'était très clair, et puis une autre qui continuait à prendre part à ces jeux de rôle, à prendre part à tout son cinéma, en fait. Et donc j'ai continué ma vie d'avant, donc même type de job, dans des grandes institutions, mais ça avait plus la même saveur. Et petit à petit, je commençais à voir, en fait, à chaque fois que j'adoptais une stratégie de fuite. J'avais tellement été confrontée en Mongolie à mes stratégies de fuite qui étaient absentes, enfin qui ne pouvaient plus avoir lieu, que dès que je suis retournée dans ce que je connaissais, j'ai repris bien sûr mes mécanismes, mais j'en avais conscience. Et c'est comme si à chaque fois que je me voyais faire, à chaque fois que cet espace en moi de la Mongolie observait la scène, les mécanismes s'effritaient petit à petit. Et c'est là qu'a démarré mon chemin de guérison. Alors, c'est intéressant parce que sur le papier, j'ai pas eu un changement de vie radical. J'ai continué ma vie. Simplement, les symptômes avaient de moins en moins de place d'exister.
petit à petit. Les troubles alimentaires sont les premiers à avoir disparu, l'alcool le dernier. Mais progressivement, à mesure que j'avançais depuis cet espace-là, depuis cette posture intérieure, depuis ce regard sur les choses, et ben, moins j'avais besoin de jouer, moins j'avais besoin de fuir. Et puis c'était une espèce de spirale vertueuse qui s'instaurait où, ben, petit à petit, j'ai plus eu besoin de ces symptômes et ils ont disparu d'eux-mêmes sans que j'ai besoin de forcer, contrôler, chercher à changer quoi que ce soit. Finalement, ça s'est fait vraiment par ce changement de regard. Et je pense que ce qui a été très fort pour moi, c'est que j'ai compris, j'ai intégré dans mes cellules que ces symptômes avaient une fonction, avaient une raison d'être. Ils n'étaient pas là pour rien, ils avaient un sens. Alors que jusqu'alors, avant cette expérience bouleversante pour moi, j'étais convaincue que les symptômes étaient quelque chose à abattre. En plus, je suis pharmacienne de formation et donc j'avais vraiment cette «vision» entre guillemets de la médecine où on éradique le symptôme qui, nous emmerde. Et donc j'étais vraiment convaincue que ces symptômes étaient la chose à abattre pour me sentir bien. Et en Mongolie, c'est comme s'il y avait vraiment eu ce changement de paradigme où je commençais à voir finalement que dans mes comportements, dans mes symptômes, il y avait un sens, ce qui était pour moi complètement nouveau. Et donc, naturellement, en réapprenant à vivre depuis une nouvelle posture, différemment, en m'observant jouer quelque part ces rôles, en changeant aussi ma manière de vivre et mes choix du quotidien, c'est-à-dire qu'avant, là où j'aurais fui dans un dîner, un repas, je commençais à me poser la question de, tiens, est-ce que là, c'est vraiment ce dont tu as envie? Est-ce que là, c'est vraiment ce dont tu as besoin? Et je m'autorisais de plus en plus à dire non. Je continuais à avoir vraiment la même vie en apparence, mais dans ma manière d'appréhender cette vie, tout était différent. Et petit à petit, les symptômes, se sont espacés jusqu'à ce qu'ils aient complètement disparu, à tel point qu'aujourd'hui, même boire un verre d'alcool est pas agréable pour moi. C'est-à-dire que je peux apprécier le goût de certains bons vins, mais je ne prends plus aucun plaisir à, l'aspect, par exemple, euphorisant de l'alcool. La nourriture, ça c'est rentré dans l'ordre de manière assez spectaculaire comparé aux symptômes que j'avais, auparavant. Je n'ai plus besoin de m'anesthésier avec la nourriture et même je me revois avoir essayé de le faire dans un moment où ça a été inconfortable et c'est comme si je ne pouvais plus. Mon corps ne pouvait plus répondre à ce besoin de s'anesthésier. Ça ne fonctionnait plus et ça, c'est un état d'être qui est extrêmement déroutant pour un addict parce que c'est comme si, bah, on voulait sa drogue mais le corps ne suit plus, c'est dans l'autre sens. Au même titre qu'on peut souffrir de compulser et de pas avoir, la main sur, son comportement, bah, quand la spirale se renverse, on peut être très dérouté aussi de ne pas avoir la main sur le fait de faire la compulsion. Ça peut sembler étrange, mais peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà vécu et se reconnaîtront là-dedans. Et donc voilà, la guérison pour moi, elle s'est faite progressivement, mais sans que j'ai eu besoin de forcer ou de, vouloir éradiquer quoi que ce soit, paradoxalement, alors même que ça faisait 15 ans que je cherchais à sortir de ces symptômes qui étaient de plus en plus intenses. J'ai continué ma vie, classique jusqu'à ce que ce soit assez insupportable pour moi de de voir que finalement tous les rôles que je jouais dans cette vie, ben, n'étaient pas nourrissants pour moi, n'étaient pas épanouissants pour moi. Et puis j'ai eu, bah, la rencontre de mon mari, mon premier enfant et pendant mon congé maternité, je me suis dit de manière assez, instinctive, un petit peu comme la Mongolie de manière assez intuitive: «Tiens, si je mettais mon temps, au profit des autres». J'ai quand même beaucoup avancé sur, les addictions, notamment sur les troubles alimentaires et je sais que naturellement les personnes se confient à moi et me parlaient beaucoup de leurs difficultés avec l'alimentation. Et donc j'ai eu envie de mettre mon temps, pour les autres, sur ce sujet-là, mais sans jamais penser en faire mon métier. J'étais extrêmement formée puisque dans mon parcours thérapeutique, j'avais suivi, une multitude de formations pour guérir depuis un espace complètement erroné. Mais du coup, j'ai commencé à mettre mon temps, bah, au profit des autres sur ce sujet-là et puis, de fil en aiguille, j'ai accompagné de plus en plus de monde, et jusqu'à ce qu'en fait, je réalise que je n'avais plus du tout envie de retourner, travailler, comme je le faisais avant dans l'industrie pharmaceutique. Boulie Miracle est née, donc cette entreprise qui aujourd'hui a 6 ans et a accompagné plusieurs, bah, centaines de personnes à se défaire définitivement des troubles alimentaires par, une approche totalement nouvelle, par un changement total de paradigme. Puisque quand même, je me suis questionnée sur, en quoi la Mongolie, avait changé justement beaucoup de choses dans mon appréciation des symptômes. Et de fil en aiguille, au fil des dizaines et des dizaines d'accompagnements, j'ai pu, «théoriser» entre guillemets, ben, la «recette» entre guillemets, les piliers sur lesquels on avait besoin d'œuvrer, pour se défaire, durablement de ces symptômes. Et donc l'objet de ce podcast, c'est vraiment de vous partager des ressources, des choses concrètes, une nouvelle vision, une nouvelle version pour que vous puissiez vivre à travers ces épisodes les prises de conscience que la vie m'a offertes en fait.
Et moi, je crois vraiment que mon plus beau cadeau, ça a été de pouvoir vivre ces symptômes, de pouvoir vivre ces expériences pour tout ce que ça m'a appris. Et à travers ce podcast, j'ai vraiment à cœur de vous transmettre tout ce que ça m'a appris, pour vous faire gagner du temps, de l'énergie, des ressources et peut-être vous aider à changer de regard sur ce qui se passe pour vous aujourd'hui. Donc c'est un podcast dans lequel je vais essentiellement parler de troubles alimentaires, de compulsions alimentaires, de boulimie, d'hyperphagie, d'alimentation émotionnelle. On entend beaucoup ce mot, aujourd'hui, mot avec lequel je ne suis pas tout à fait en accord, mais on reviendra là-dessus sur d'autres épisodes. En revanche, vous allez voir que dans tout ce que je vais vous partager, il y a plein de choses qui s'appliquent à toutes les addictions, pas uniquement l'alimentation. Et j'ai beaucoup appris sur, pourquoi l'humain fait ce qu'il fait finalement. Je crois que c'est ce qui me passionne. Cette espèce de vide que j'ai perçu dans mon histoire d'être incapable de comprendre pourquoi est-ce que je pouvais faire preuve d'une immense volonté sur certains registres et d'absolument aucune volonté sur d'autres registres m'a poussée à creuser, à comprendre, intégrer, vivre, autour de ce sujet de pourquoi est-ce que, l'humain fait ce qu'il fait. Et je crois que c'est aujourd'hui ce qui me ce qui me pousse à partager à travers ce podcast, c'est vraiment de vous transmettre du coup des clés autour de cette thématique-là. Je vous retrouve dans le prochain épisode dans lequel j'aborderai, les mécanismes, qu'ils soient conscients ou inconscients, qui ont conduit les troubles alimentaires dans la vie d'un humain et j'ai à cœur de vous transmettre cette spirale dans laquelle vous vous trouvez probablement si vous m'écoutez.